Donc Caroline va nous parler de l'orthoptie. Elle va nous présenter sa pratique. Elle est orthoptiste à Nice, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc elle a eu la gentillesse aussi d'accepter de se prêter au jeu, de venir nous expliquer un petit peu sa pratique et à quoi elle s'applique et à qui elle s'applique, pour quelles indications. Je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Je tenais à remercier dans un premier temps Alice Guillon de m'avoir permis de participer à cette journée. Et pour moi, c'était indispensable de parler de l'orthoptie dans cette journée, parce qu'en orthoptie, on va vraiment travailler le mouvement des yeux à chaque séance. Donc, le plus simple, je pense, c'est de vous présenter l'orthoptie du début déjà par rapport aux études. Donc, personnellement, je suis orthoptiste depuis 2015. J'ai fait mes études donc, sur Marseille, donc elle fait partie de l'une des 15 écoles d'orthoptie en France. Pour devenir orthoptiste, en fait, il faut passer un concours, c'est sur classement. Et suite à ça, donc, les études se déroulent sur 3 ans. Sur ces 3 ans, donc, examen, écrit, il va y avoir des stages en milieu hospitalier. Et en fin de 3e année, donc, il y a un mémoire à rendre et à présenter donc, à l'oral. Donc, vous avez déjà fait des séances d'orthoptie? Si vous voyez ce que c'est? Oui? Non? Je ne sais pas si vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà fait des séances. Ok, bon, c'est déjà bien. Donc, du coup, en orthoptie, donc l'orthoptie, c'est quoi? En général, on dit que c'est un kiné des yeux, un rééducateur. Et on va travailler principalement avec les ophtalmos. Donc, il faut savoir que pour faire des séances d'orthoptie, c'est sur ordonnance. On travaille en collaboration donc, avec l'ophtalmo et en général l'opticien. Mais dans certains cas, donc souvent chez les enfants, c'est les enfants qui ont des troubles multidyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques. On travaille en collaboration avec des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens. Et on fait un bilan neurovisuel qui est un peu plus poussé qu'un bilan orthoptique classique. Donc une fois qu'on est orthoptiste, du coup, il faut savoir que comme pas mal de professions paramédicales, on est normalement obligé de pratiquer des formations tous les ans parce qu'il y a de nouvelles avancées et il faut vraiment avoir, et on s'exige d'avoir la meilleure prise en charge pour les patients et donc se tenir informé des nouvelles avancées au niveau de la prise en charge. Donc voilà un petit récap de qu'est-ce qu'est l'orthoptie. Donc comme je disais, en libéral, on va faire beaucoup de rééducation. Donc pour ceux qui ont déjà fait des séances, en général, on a un premier bilan pour savoir ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas pratiquer de rééducation, on ne peut pas faire n'importe quel type de mouvement oculomoteur chez tout le monde. Donc ça, c'est la base à retenir. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est toujours, dès qu'il y a une prise en charge, dès qu'on va faire travailler les mouvements oculomoteurs, il va falloir demander au patient si il est suivi par un ophtalmo. Ça arrive qu'il y ait des patients, ça fait 5-10 ans, ils n'ont pas vu d'ophtalmo, ça arrive, ou de bilan chez un orthoptiste. Donc voilà, au niveau du libéral, on peut travailler chez un ophtalmo. Donc là, on va faire tout ce qui est examen de préconsultation. Moi, par exemple, je travaille à l'hôpital pédiatrique de Lanval. On va faire aussi des bilans donc, avant les opérations. Donc, on va calculer la valeur de l'angle quand il y a des strabismes, par exemple, chez les enfants. Et comme je disais, donc on travaille en collaboration aussi avec les orthophonistes. Donc moi, personnellement, où je travaille aussi en libéral, je fais un mixte. Souvent, je vais appeler mes collègues orthophonistes ou même les neuropsychologues parce qu'il y a vraiment un lien entre toutes ces professions pour un meilleur suivi au niveau des patients. Et je reviens sur l'ophtalmo. Donc on pratique aussi les champs visuels comme on a pu voir quand il y a des atteintes, par exemple au niveau glaucome, DMLA. Donc le but, c'est vraiment au niveau anatomie, voir ce qui colle et voir comment le patient perçoit, donc comment il voit donc, au quotidien. Et ces examens complémentaires, ça va nous permettre vraiment de voir au fil du temps si, par exemple, la pathologie augmente, stagne, si le traitement mis en place est adéquat ou pas. Donc là, je vous ai fait un petit jeu, donc je vous ai mis des chiffres et des images, donc à vous de comprendre ce qui se passe. Première image en haut, donc la France et les dom-toms, le milieu hospitalier, les salariés, les libéraux et pourcentage hommes-femmes. Donc c'est assez facile, je vous laisse 30 secondes au niveau des chiffres. Donc je pense que c'est bon.
Donc en gros, donc ça c'est des stats qui datent de 2018. Entre-temps, il n'y a pas de chiffres plus récents. Donc en France, dans les DOM-TOM, on est plus de 4800 à exercer le métier d'orthoptiste. Sur ces 4800 et quelques, donc on est 3000 à travailler en libéral, 658 milieu hospitalier, 1204 en salariat. Par contre, pour les statistiques, donc, ils ont considéré tous les orthoptistes qui travaillent au moins une demi-journée en salarié, ils les comptent dans le salarié. Donc moi, par exemple, j'exerce par exemple une demi-journée à l'hôpital et le reste du temps salarié, je vais quand même compter dans les 658 qui travaillent dans les milieux hospitaliers. Donc 88,6% le nombre de femmes et 11,4% le nombre d'hommes dans la profession. Donc je reviens là-dessus, c'est hyper important. Donc avant toute rééducation, il faut toujours faire un point chez l'ophtalmo ou chez l'orthoptiste. C'est la base parce qu'il peut y avoir des urgences vitales ou le pronostic vital est engagé, donc il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc là, je vais reprendre la base, parce que je pense qu'il y a quelques étudiants aussi dans la salle, peut-être. Donc en gros, en orthopsie, il faut toujours, donc ce que je disais, faire un point au début chez l'ophtalmo, parce qu'on ne peut pas pratiquer un bilan orthoptique si la personne déjà n'est pas corrigée optiquement parlant. Donc les amétropies les plus connues, un œil astigmate, en résumé, on va dire que c'est un œil qui est pas sphérique et qui est vraiment déformé. Il faut imaginer un ballon de rugby. Donc le but, on va mettre la correction optique adaptée au niveau de l'astigmatisme pour que l'image se focalise vraiment sur la rétine. Les hypermétropes, en résumé, on va dire que c'est un œil qui est trop court. Du coup, l'image va se créer en arrière de la rétine. Et la myopie, c'est l'inverse. Donc on va avoir l'image qui se crée en avant de la rétine parce que l'œil, il est trop long. Ce qui va revenir aussi en général, donc là, cette fois-ci, c'est tout ce qui est petit déséquilibre oculomoteur, donc les ésotropie. Donc quand l'œil, il a tendance à aller vers l'intérieur. Exotropie, donc c'est quand ça va vers l'extérieur, niveau latéral. L'hypertropie, donc l'œil vers le haut, et l'hypotropie vers le bas. Donc en orthopsie, ce qu'on voit régulièrement, donc les strabismes, les troubles oculomoteurs et les paralysies oculomotrices, TOM et TOM. Diplopie, donc on a une vision double. La neutralisation, donc, alors là je vais rentrer dans les détails, mais quand il y a par exemple des enfants ou des adultes qui ont un strabisme, donc admettons au lieu que les deux yeux fixent en même temps un point de fixation, il y a un œil qui va, admettons, vers l'extérieur avec une exotropie. La personne va neutraliser, c'est-à-dire vous allez voir une personne dont l'œil est parti, cette personne ne voit pas double parce que son strabisme est installé depuis des années, donc du coup son œil part. Et là, cette personne, par exemple, en l'occurrence, il ne faut pas chercher à refaire travailler son œil avec le deuxième. Pourquoi ? Parce que sinon, on va lever la neutralisation. Et cette personne qui était bien et juste au niveau esthétique, avait un œil qui partait, vu qu'on va lui lever sa neutralisation, cette personne va voir double à vie. Donc c'est pour ça que je disais, il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et ensuite, donc on a les troubles posturaux, comme par exemple le jeune homme sur l'image, où on voit clairement que quand on va positionner la tête dans un sens, son œil va monter, et quand on va aller dans l'autre direction, on perçoit quasiment plus le déséquilibre oculomoteur. Donc on va parler aussi des scotomes, du champ visuel. Donc là, par exemple, les scotomes, on va les étudier avec les champs visuels automatiques ou manuels avec des Goldman, par exemple. Donc sur la première image, c'est un champ visuel classique. Donc on voit bien qu'au niveau du centre de l'image, on a la vision centrale qui est nette, donc au niveau maculaire. C'est là où on a le 10/10. Et plus on s'écarte de cette zone centrale, plus on a donc la vision périphérique et plus c'est flou. Vous pouvez le test tout de suite. Si vous fixez votre doigt, il est net. Et si vous continuez à fixer votre doigt sans avoir des mouvements au niveau de l'oculomotricité, vous gardez le point de fixation sur le pouce, vous allez percevoir qu'en excentrique, c'est flou. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre ce qu'est la vision centrale et la vision périphérique. Et ensuite, on va avoir des atteintes multiples. Donc en haut à droite, on peut avoir une atteinte type DMLA. Donc vraiment
une tâche centrale. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des autres intervenants. Donc là, le but justement au niveau de la rééducation en orthopsie, ça va être de tenter de faire comprendre aux patients que le but pour fixer un objet, c'est de décaler le regard. Donc si par exemple je veux regarder le livre, par exemple, il va falloir fixer un peu plus haut s'il est plus à l'aise dans le regard en haut pour essayer de percevoir ce qui se passe en dessous. Donc l'ADEME est là. L'inverse, donc on voit vraiment au central, donc c'est une vision tubulaire, donc lors d'une atteinte de glaucome. Et puis ensuite, on a des rétinites pigmentaires, des décollements de rétine. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la vision et sur la perception. Et c'est des gens qu'on va prendre en charge également en orthopsie. Et donc dans tous ces cas de figure, notamment la DMLA, souvent on a les familles qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc ils vont dire « ouais, mais je ne comprends pas, il me dit qu'il ne voit pas, mais parfois il voit des petits détails ». C'est parce qu'en fait, de temps en temps, les patients excentrent naturellement, en fait, ils regardent en décalé. Et c'est là que nous, en tant qu'orthoptistes, on a aussi ce rôle par rapport aux familles de leur expliquer ce qu'est la pathologie. Ça, c'est super important. Alors, je ne sais pas si on vous a déjà parlé d'amblyopie ou pas. Donc, amblyopie chez les enfants, qu'est-ce que c'est? Donc, pareil, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la rue. Parfois, on voit des enfants avec un cache sur l'œil. Non? Donc, en fait, c'est un enfant qui, de base, admettons, a un œil, donc là, l'œil droit, en l'occurrence, qui travaille très, très bien. Enfin, pardon, l'œil gauche qui travaille très bien, qui est à 10 sur 10. Et l'œil droit qui, admettons, est à 3 sur 10. Donc au niveau de l'acuité visuelle, on a une différence entre les deux yeux qui fait que si on ne fait rien, cet enfant aura à vie 3 dixièmes, même en étant corrigé avec des lunettes, il aura toujours 3 dixièmes. Donc le but, ça va être de cacher le bon œil pour faire travailler, en général, on parle de l'œil paresseux. Ça, pareil, c'est un suivi amblyopique qu'on va pratiquer jusqu'à, alors moi ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'à 12 ans, mais en général jusqu'à 8-10 ans, ça devient problématique, au-dessus on ne peut plus rien faire. Donc vraiment suivi orthoptique super important, d'autant plus qu'en général c'est un âge où les patients ne se plaignent pas, puisqu'on a une vision binoculaire. De côté de l'œil droit, il voit 10 sur 10, donc c'est un petit patient qui ne va jamais se plaindre de me dire « maman, je ne vois pas bien », parce que lui, au quotidien, il regarde avec ses deux yeux. Donc, il faut vraiment penser à faire des contrôles, parce que c'est lors de la visite chez l'ophtalmo ou l'orthoptiste qu'on va vraiment cacher un œil. Et là, on va se rendre compte qu'il y a un souci et on va faire la prise en charge adéquate. Les strabismes, on en a parlé tout à l'heure, donc quand il y a un œil qui s'en va, qui ne fixe pas au bon endroit. Et les déséquilibres oculomoteurs, donc c'est tout ce qui est ésophorie, l'éphorie, donc en fait c'est pas vraiment des strabismes. L'éphorie, on va dire que ce sont des déviations latentes, c'est-à-dire que quand on fixe un objet, nos deux yeux travaillent en même temps puisqu'ils sont conscients de la fixation, donc on va être intéressé par ce qu'on fixe. Par contre, si on dort ou si on fixe rien, on a une petite déviation naturelle. Donc les déséquilibres oculomoteurs, c'est toutes les petites phories qui sont latentes, que nous on va essayer de travailler si elles sont trop importantes donc en orthopsie. Donc là, je reprends les types de bilans classiques qu'on peut effectuer en orthopsie. Donc le bilan orthoptique classique que vous avez dû faire pour la plupart. Bilan orthoptique neurovisuel, c'est quoi? C'est un bilan orthoptique. Associé à ça, on va aller un peu plus loin sur vraiment le balayage visuel, la stratégie du regard, comment l'enfant va s'organiser, par exemple, à la lecture. Alors, lors du bilan, il faut aussi la mémoire séquentielle, la mémoire visuelle. Bilan orthoptique basse vision, donc on en parlait tout à l'heure. En général, les prises en charge se font sur des patients atteints de DMLA. Donc, c'est des patients qui ont vraiment une très basse vue. Et les suivis amblyopiques, bébé vision, donc chez les enfants. Suivi de paralysie oculomotrice, les pommes. Donc ça, c'est particulier. En fait, chaque œil est maintenu par 6 muscles. Et il peut arriver qu'il y ait une paralysie d'un muscle. Et à ce moment-là, donc nous, on va le détecter lors du bilan. Alors, un bilan orthoptique, en quoi ça consiste? Donc, je n'ai pas assez le temps, mais on va essayer vite fait. Alors, lors du bilan orthoptique, donc déjà l'interrogatoire est super important, ça nous permet d'avoir une idée des symptômes et du coup de penser à telle atteinte.
Le plus important avant de commencer, donc, c'est que le patient soit équipé, c'est-à-dire un patient qui vient, admettons, il me dit qu'il est myope et qui n'a pas ses lunettes, ça ne sert à rien d'aller plus loin, il faut vraiment toujours qu'il soit adapté au niveau optique. Donc, avec sa correction optique, avec ses lunettes, on commence toujours par faire l'acuité visuelle, œil droit, œil gauche, vision de loin, vision de près. Et une fois qu'au niveau sensoriel, en tout cas au niveau de la discrimination, on a une idée de comment il fixe, là on peut commencer vraiment le bilan. Parce que de manière logique, si je demande à un patient de fixer un petit point lumineux à 5 mètres et qu'il a 1/10 et que je ne le sais pas, ça ne va pas le faire. Donc vraiment l'acuité visuelle en vision de loin, en vision de près. Ensuite, on va évaluer vraiment les déséquilibres oculomoteurs. Donc on va évaluer les reflets, donc voir s'il y a un strabisme ou pas, parce que quelqu'un qui a un strabisme, je reviens à cette histoire de neutralisation, on ne pourra pas forcément le rééduquer, parce que pour faire de la rééducation orthoptique classique, il faut une vision binoculaire. Quelqu'un qui a un strabisme n'a pas de vision binoculaire, il va fixer avec un œil, donc c'est à proscrire. Donc une fois qu'on sait que voilà, le patient n'a pas de strabisme et qu'il a un petit déséquilibre oculomoteur, à ce moment-là, on peut se lancer dans la rééducation. Donc je reviens sur la petite phorie. Donc soit c'est l'œil qui va un tout petit peu vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et là pareil, donc il y a un lien entre l'accommodation et la convergence. Donc toujours rééduquer avec la correction optique. Alors là je l'ai peut-être pas mis. Ouais, c'est évaluer l'intégrité de la vision binoculaire. Donc ce que je disais, vraiment voir qu'il n'y ait pas de strabisme. Et à partir de là, on va mesurer l'amplitude fusionnelle. Donc pour ceux qui ont déjà fait des séances avec la petite barre de prisme, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc en fait, c'est une barre de prisme avec des dioptries. En fait, ça équivaut à quand vous allez chez le kiné, vous soulevez 5, 10, 15 kilos, enfin bref, en fonction de la capacité que vous avez. La barre de prisme, c'est exactement pareil. Ça nous permet de voir ce que le muscle est capable de supporter. Donc on regarde si l'amplitude fusionnelle est dans la norme. Et en fonction des symptômes du patient et de ce que nous, on retrouve, on voit s'il y a un intérêt ou pas de pratiquer donc, des séances de rééducation. À savoir qu'une séance de rééducation classique, pour du renforcement musculaire, ça dure 15-20 minutes. Donc le bilan orthoptique neurovisuel, c'est exactement la même chose qu'un bilan orthoptique classique pour la première partie. Et pour la deuxième partie, donc on va utiliser des tests qui sont normalisés, qui sont standardisés. En général, on pratique un bilan orthoptique neurovisuel chez les enfants, donc comme je disais, ceux qui souffrent de troubles dyslexiques, dysorthographiques, dyscalculiques. Souvent, ils sont multidys. Ou sinon, on peut aussi pratiquer un bilan orthoptique chez les adultes. Par exemple, là j'ai des patients qui ont eu des AVC, donc il y a certaines capacités qu'ils ne maîtrisent plus, et à ce moment-là on refait un bilan et un suivi à ce moment-là. Donc ce schéma, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur internet, mais je le trouve vraiment au top parce que ça reprend vraiment tout ce qu'on va travailler en orthopsie. Donc le bébé vision, dépistage précoce, donc en âge préverbal, parce qu'il faut savoir qu'un enfant, même s'il n'est pas en âge de parler, il peut aussi avoir des problèmes au niveau de la vision. L'amblyopie, donc le fameux cache sur l'œil pour essayer de renforcer la vision de l'œil paresseux. Vision binoculaire et vision 3D, donc forcément pour pratiquer de la rééducation binoculaire, il faut qu'on ait une vision binoculaire. Les troubles 10, donc pour toutes les prises en charge neurovisuelles, donc chez les enfants ou adultes. Les lunettes, parce qu'on ne fait pas de rééducation. Si la personne est myope, hypermétrope ou astigmate, on ne peut pas faire de rééducation sans les lunettes. Enfin, on peut, mais je veux dire, ça va créer un déséquilibre entre l'accommodation et la convergence, donc ça à éviter. Et toutes ces altérations peuvent provoquer des symptômes type maux de tête, fatigue visuelle, trouble de la convergence, donc on y revient, mais convergence, c'est ce que je disais au niveau de l'amplitude fusionnelle. En fait, quand on parle d'amplitude fusionnelle, c'est le fait que les deux yeux arrivent à fusionner en convergence ou en divergence. Donc en général, on travaille la convergence et la divergence, c'est vraiment le relâchement. Mais on travaille beaucoup plus facilement la convergence que la divergence.
la divergence en soi, elle ne se travaille pas vraiment. En tout cas, ça ne fonctionne pas super bien au long terme. Les paralysies oculomotrices, donc ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un muscle qui est paralysé, donc nous en tant qu'orthoptiste, voilà, on sait que tel muscle est paralysé, ça veut dire que tel nerf est atteint. On peut supposer que si tel nerf est atteint, ça peut provenir de telle atteinte. Donc ensuite, en tant qu'orthoptiste, vu qu'on est paramédical et qu'on n'est pas médecin, on peut supposer, mais c'est toujours le médecin qui diagnostiquera le problème en question. Donc la vision double en cas de déséquilibre oculomoteur ou de paralysie oculomotrice. La basse vision chez les personnes âgées, en général c'est avec le vieillissement qu'on va avoir... Je vois les plus vite. Bon, bref, basse vision donc chez les personnes âgées en général, glaucome, DMLA, donc c'est le fameux schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les atteintes et les différents scotomes qu'on va avoir, comme la rétinopathie diabétique et la DMLA. Donc. Et pour finir, je vous ai fait des études de cas, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, c'est des études de cas que j'ai eues il n'y a pas longtemps. Donc, par exemple, un enfant âgé de 8 ans qui saute énormément les lignes à la lecture, l'écriture, qui se plaint d'avoir mal à la tête le soir en fin de journée après l'école, mais qui a moins de gêne le week-end. Donc, qui va pratiquer un bilan ophtalmologique. Donc, le bilan, il n'y a rien. Il porte des lunettes de repos pour l'école. Nous, on retrouve une insuffisance de convergence. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une prise en charge orthoptique pour renforcer l'oculomotricité. Donc, c'est vraiment de la muscu pour les yeux. Et après 10 séances, on se rend compte qu'il va beaucoup mieux, il ne se plaint plus. Et il a une amplitude de convergence dans la norme. Donc là, on arrête le traitement, tout va bien. Étude de cas numéro 2. Donc, un enfant âgé de 5 ans qui se plaint de rien. On fait un contrôle de routine. Et là, boum, on se rend compte qu'il y a une amblyopie. Donc, ce que je disais tout à l'heure, un œil paresseux, l'autre qui fonctionne très bien. Donc, on va être obligé de mettre en place un traitement orthoptique parce que si on ne le fait pas, à vie, il aura une faible acuité visuelle. C'est vraiment le contrôle chez l'ophtalmo ou chez l'orthoptiste qui va permettre de diagnostiquer l'amblyopie. Étude de cas numéro 3. Donc, adulte de 25 ans qui force énormément sur ses yeux. Étude de droit. Qui se plaint de fatigue visuelle et de maux de tête. Donc, elle porte des lunettes de repos uniquement. Donc, il n'y a pas un gros problème au niveau de la métropie. Donc, c'est une patiente qui est suivie tous les ans chez l'ophtalmologue. L'ophtalmo lui prescrit pas de séance. Par contre, une amie lui dit « Tiens, ce serait bien que tu fasses des séances chez l'orthoptiste ». On pratique un bilan et conclusion, la même, insuffisance de convergence. Faible amplitude de fusion en vision de près et en vision de loin. Donc là, on lui prescrit des séances. On renforce l'oculomotricité et je lui conseille des exercices de repos. Donc quand je note exercice de repos, c'est quoi ? C'est pareil. Vu qu'on est tous de plus en plus sur écran, on ne peut pas demander aux gens de ne plus faire d'écran, c'est impossible. Donc en général, je leur demande de faire, comme ils l'entendent. Par contre, toutes les 20 minutes, je leur conseille de faire à peu près 20 secondes de pause. Donc ça permet vraiment de relâcher, même au niveau de l'accommodation, et prendre conscience du temps passé sur écran. Donc là, même cas de figure, mais là c'est un peu plus choquant sur cette photo. Donc c'est un adulte de 35 ans qui travaille énormément sur les écrans. Donc lui, en gros, quand il était jeune, il portait des lunettes jusqu'à ses 18 ans. Puis à 18 ans, il s'est dit « j'en ai marre, de toute façon, avec ou sans lunettes, je vois de la même façon ». Donc oui, c'est vrai, au niveau sensation, il voit de la même façon, sauf qu'il force de trop quand il n'a pas ses lunettes. Donc c'est faux de dire je peux faire sans mes lunettes. Non, quand on a besoin de lunettes, on les met. Là, dans ce cas de figure, il n'a pas mis ses lunettes pendant X temps. Là, voilà, il en a 35. Et du coup, il a décompensé d'un strabisme qu'il avait dans l'enfance parce qu'il portait plus de lunettes. Et vu qu'il fait beaucoup d'écran, du coup, ça a décompensé. Donc là, dans son cas de figure, il n'y a pas besoin de séance de rééducation. Le traitement, c'est vraiment porter les lunettes pour supprimer la vision double et le strabisme.